Et maintenant, parlons restauration risquée. Le poisson globe est un raffinement japonais et dans le monde de l'alimentation, il est comparable à la roulette russe. Sa chair hautement toxique contient de la tétrodotoxine, qui est 1200 fois plus toxique que le cyanure. Miam. Normalement, les gens ne peuvent pas rester en vie s'ils mangent ce poisson. Pourtant, les chefs japonais sont formés pour enlever les parties empoisonnées de ce mets délicat à 200 $ appelé fugu. C'est cher. Il est presque totalement interdit aux États-Unis. Il n'y a que quelques endroits qui sont autorisés à le vendre. Peut-on dire que des gens meurent d'envie de goûter? Je ne peux pas. Ok, je ne le ferai pas. Un autre aliment interdit aux États-Unis est le kasumarzu, qui signifie fromage pourri en italien. Si jamais tu as envie d'essayer, va en Sardaigne en Italie. En gros, c'est un fromage de lait de brebis. Des mouches spéciales sont autorisées à y laisser des œufs qui restent dans le fromage pendant 40 jours. Ce mets délicat contient des asticots vivants qui se chargent de décomposer le fromage, ce qui lui donne une texture particulière et un goût épicé. Il est interdit aux États-Unis pour des raisons sanitaires, sans deck. Contrairement au kasumarzu, un fromage doux et crémeux, le surpi est connu pour être le fromage le plus dur du monde. Comme tout fromage ordinaire, il est fabriqué à partir de lait. Sa principale différence est qu'il peut rester frais pendant 20 ans. Le lait est également très spécial. Les vaches, qui sont en fait un croisement entre les vaches et les yaks, mangent une variété d'herbes de la montagne. Le fromage fabriqué à partir de ce lait savoureux a une saveur unique. L'Aquis national jamaïcain a un goût unique. Il est assez doux, sa texture est beurrée et crémeuse, et il a le même goût que les œufs brouillés. On ne peut en manger que lorsqu'il est bien mûr. Attention cependant, la seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse elle-même. La chair rose toxique et les pépins noirs sont un non catégorique. L'un des plats traditionnels jamaïcains à base de ce fruit est appelé ackee and saltfish, poisson salé. Au moins, c'est de la morue, pas du poisson globe. Une autre chose qui devrait être mûre à 100% pour être sans danger est le sureau. Ces baies sont pourtant très connues, on les trouve dans les tartes, les sirops, les thés, les confitures, etc. Il faut traiter ces baies correctement car elles contiennent du cyanure. Les baies bien mûres et cuites ne sont pas dangereuses. C'est bon à savoir. En fait, presque tous les noyaux et les pierres contiennent du cyanure. Tes cerises préférées en contiennent aussi. La quantité est faible et ne risque pas de faire de mal, mais essaie quand même de ne pas les avaler. Pareil pour les pêches, les prunes et les abricots. Mais ne les mâche pas trop longtemps. Si tu es un fan des fruits de mer, tu devrais probablement essayer le sanakji. Ce sont des tentacules de bébés pieuvres assaisonnés. Le problème, c'est qu'ils sont encore vivants. Ceux qui ont déjà goûté à ce plat coréen affirment que les tentacules peuvent encore bouger dans l'assiette et peuvent se coller à l'intérieur de ta bouche puisque la fonction d'aspiration est maintenue. Fonction de succion. En attendant, un autre fait alimentaire amusant. Les requins du Groenland n'ont pas de voie urinaire et tous les déchets qu'ils produisent sont essentiellement filtrés par la chair et la peau. Donc leur chair est toxique. Cela semble être une bonne raison pour ne pas mélanger, mais pas en Islande. Non, le hakarl, qui est de la viande de requin transformée, est d'abord suspendu pour sécher pendant 3 à 5 mois. Enfin, on obtient un poisson fermenté qui sent l'ammoniac avec une texture de gelée qui rappelle le pain mouillé. Miam miam. Le manioc est une racine tropicale toxique de 2 types. La variante sucrée contient un peu de cyanure, mais il suffit de la cuire pour en réduire la teneur toxique à un niveau sûr. Pour éliminer toutes les toxines du manioc amer, il faut râper la racine, puis la faire tremper, et enfin la cuire correctement pour la rendre comestible. Cette racine est très riche en amidon, et son goût est vraiment subtil. En purée, bouilli ou frit. Et je voudrais un morceau de manioc, s'il vous plaît, mollo sur le cyanure. La rhubarbe ne semble pas avoir sa place parmi cette liste de plats connus, mais elle a en fait ses inconvénients. Ses feuilles sont super toxiques, elles contiennent de l'acide oxalique et ne devraient jamais être utilisées pour la cuisine, la pâtisserie ou autre. Si jamais tu essaies d'en manger, les conséquences les moins graves sont une sensation de brûlure dans toute la bouche, des nausées et des problèmes respiratoires. Si tu habites aux États-Unis et que tu as moins de 47 ans, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais goûté au haggis, puisqu'il a été interdit il y a près d'un demi-siècle. Ce pudding écossais est composé d'une gamme complète de ce qu'offrent les entrailles de mouton. Nous t'épargnerons les détails. Plus un peu de farine d'avoine. Beaucoup d'oignons hachés, du suif, ne pose pas de questions, et un peu de bouillon. C'est assez croustillant et c'est aussi épicé. Il est généralement servi avec de la purée de pommes de terre ou de navets à part. Au moins, ce n'est pas de la purée de manioc. Au fait, les pommes de terre ne sont pas si inoffensives non plus. Tout dépend si elles sont mûres ou non. Les pommes de terre dites vertes sont pleines de toxines, et les germes de pommes de terre contiennent de la solanine, qui est assez toxique. Il en va de même pour les amandes vertes et les noix de cajou, qui sont pleines de cyanure, si elles ne sont pas assez mûres. Heureusement, les noix que nous trouvons dans les supermarchés sont bien traitées, ce qui signifie qu'elles sont tout à fait sûres. Ouf. Imagine, c'est un matin brumeux au beau milieu de l'hiver. Tom se réveille, un peu nerveux à l'idée du jour qui s'annonce. Il part pour un long voyage vers des eaux inconnues.
Son capitaine dit qu'ils vont essayer de quitter l'Angleterre pour parvenir jusqu'aux Amériques. Il est prêt à quitter sa maison, quand sa femme lui rappelle de prendre les biscuits qu'elle a passé la nuit à préparer. Zoomons sur ces biscuits. Ils ont l'air un peu étranges, n'est-ce pas? Il s'agit des biscuits de mer, qui étaient littéralement les biscuits que les marins mangeaient pendant les longs voyages. Un biscuit de mer pouvait rester des années sans se dégrader. Je sais que cela semble impossible, mais le secret en réside dans les ingrédients et les méthodes de cuisson. Lorsque les marins partaient, ils ne savaient ni pas combien de temps ils resteraient sans remettre les pieds sur la terre ferme. Ils devaient donc être parés sur le plan alimentaire. Sinon, ils risquaient de mourir de faim. Les boulangers ont donc imaginé ce simple biscuit. Il est principalement composé de 3 ingrédients: du sel, de la farine et un peu d'eau. L'idée étant que la pâte reste la plus rigide possible. Ensuite, les boulangers les mettaient au four pendant des heures, à très basse température. Cette cuisson lente avait pour but d'éliminer toute l'humidité contenue dans les biscuits. Même si tu n'es pas un marin expérimenté, tu te doutes que l'humidité est l'ennemi de la conservation des aliments. Elle fait moisir la nourriture et attire les insectes et autres animaux. De plus, un navire est déjà un environnement extrêmement humide. Ces biscuits devaient donc aller à contre-courant de tout cela. Un biscuit de mer peut durer 6, 7 ou 8 ans sans se détériorer. Les petits trous que tu vois sur ces biscuits permettent d'évacuer l'humidité pendant le processus de cuisson. Un marin comme Tom, de corpulence moyenne, recevait une portion de 6 à 8 biscuits de mer par jour. Ces biscuits étaient extrêmement nutritifs et rassasièrent la faim d'une personne adulte. Bon, il s'agissait surtout d'une sorte de nourriture de survie. Elle n'était pas censée être particulièrement agréable, savoureuse ou même t'apporter tous les nutriments dont tu as besoin. Juste l'essentiel. Maintenant, as-tu une idée de ce qu'était la vie au XVIIIe siècle? Si tu penses à une ville comme New York, il n'y avait qu'environ 18 000 personnes qui y vivaient. À titre de comparaison, la ville compte aujourd'hui plus de 8 millions d'habitants. À l'époque, si quelqu'un devait se rendre de New York à Boston, il n'y aurait eu aucun des relais routiers que l'on trouve le long du chemin. Enfin, il n'y avait même pas de routes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Les gens devaient donc faire des provisions de nourriture. Et c'est là que la soupe portative s'est avérée utile. Si tu imaginais une marmite bouillonnante de viande et de légumes, je suis désolé de t'informer que tu te trompes. La soupe portative est dure et condensée. Elle ressemble à cela. La soupe portative est une sorte de bouillon solidifié, une substance très concentrée et composée essentiellement de viande. Quand on y pense, c'est pratique, léger, ça ne prend pas beaucoup de place. Mais c'est extrêmement difficile à produire. La meilleure viande pour faire une soupe portative est celle qui contient beaucoup de collagène, comme le jarret de bœuf. Et le secret, c'est une cuisson lente. Mais il ne faut pas la quitter des yeux, car si la viande bout, tout est gâché. Pendant la cuisson, la viande libère son goût dans l'eau de la casserole, et au bout de quelques heures, on peut la ressortir sans risque. L'eau restante est riche en nutriments et en graisse. Une fois que tu l'auras faite réduire pendant 18 à 24 heures, tu obtiendras une substance nutritive semblable à de la gélatine. Une fois refroidie, elle se transforme en une sorte de comprimé. Il est assez stupéfiant d'assister à l'ensemble du processus de transformation. Est-ce que tu peux manger ça? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales. Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif.
car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette ? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leur motif de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi ? Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier ? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite. Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients, disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits. Pourquoi les avocats ont-ils parfois des points noirs à l'intérieur ? Techniquement, le fruit reste comestible, mais tu n'as peut-être pas envie de le manger. Les avocats sont une source de nombreuses vitamines, comme les vitamines C, E, K et B6, ainsi que de substances saines comme le magnésium, le potassium et bien d'autres encore. Or, l'avocat travaille dur pour devenir une telle source de nutriments. Et il a ses propres canaux de transport, comme des veines. Ces canaux sont normalement invisibles pour nous, jusqu'à ce que quelque chose sorte de l'ordinaire. L'avocat peut parfois être conservé à des températures froides pendant plus longtemps qu'il ne le devrait. Par conséquent, les cellules des tissus peuvent être affaiblies et commencer à se détériorer. Selon les experts, après la récolte du fruit, s'il reste au réfrigérateur pendant quelques semaines avant que tu ne l'achètes, un brunissement vasculaire peut se produire. Ce phénomène devient visible après avoir conservé l'avocat à température ambiante pendant quelques jours. Mais alors, faut-il le manger ou le jeter ? Tu peux manger les avocats marqués de points noirs, mais il vaut mieux d'abord les goûter. Il se peut qu'ils n'aient pas le même goût qu'un avocat normal. Qu'en est-il de la partie blanche sous la pelure des pommes de terre ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Elles ressemblent à des bleus, mais elles ne sont pas noires. Si la couche extérieure de la pomme de terre semble normale, ces marques blanches d'apparence bizarre ne sont pas de la moisissure. Les pommes de terre moisies se détériorent, elles deviennent molles et ridées. Tant que l'extérieur de la pomme de terre semble propre et régulier, il n'y a probablement pas de croissance microbienne nocive à l'intérieur. Ces marques blanches peuvent être dues à des chocs, probablement pendant la période de récolte. Bref, tu peux la manger sans danger. Il peut aussi y avoir des traces blanches sur la planche à découper quand tu coupes les pommes de terre. Selon les experts, certaines pommes de terre contiennent plus d'eau et d'amidon. Par conséquent, ta planche à découper devient un peu plus sale que d'habitude, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Continuons avec une autre forme de pommes de terre, les chips. Quelles sont ces taches noires sur les chips ?
Peut-on les manger ou faut-il les jeter? Tu peux les considérer comme des imperfections mineures qui n'affectent pas la qualité des chips. Encore une fois, elles apparaissent à cause des chocs qu'elles subissent ou à cause du processus de friture. Parfois, tu peux constater que ton ail semble essayer de se reproduire. Oui, il a germé. La question est de savoir si tu peux manger les gousses germées ou si tu dois les jeter. Si le germe vert se trouve au centre de la gousse, c'est bon. Sache que le goût de l'ail sera plus fort qu'il ne l'est habituellement. Mais il sera tout de même acceptable dans un plat cuisiné puisqu'il sera mélangé avec d'autres ingrédients. Le goût ne devrait pas être trop fort. Peut-on manger une pomme avec des vers? La plupart des gens ne supportent même pas l'idée de croquer accidentellement dans une pomme véreuse, mais c'est une question de culture. La réponse est oui, on peut la manger. Après tout, les vers ne font qu'ajouter un peu de protéines aux fruits, n'est-ce pas? Ces animaux ne sont pas porteurs de parasites nocifs, ils se frayent simplement un chemin dans la pomme. Le point d'entrée du fruit peut avoir un goût désagréable, car il est devenu pourri avec le temps. Mais outre le goût, la partie pourrie peut être croquée sans danger. Ce qui n'est pas sans danger, en revanche, c'est de manger les pommes tombées au sol. Celles-ci ont probablement traîné sur le sol pendant un certain temps et cela peut être suffisant pour que les bactéries nocives du sol se soient faufilées dans la pomme. Dans certains cas, des personnes ont eu des problèmes de santé en buvant du jus de pomme non pasteurisé fabriqué à partir de pommes tombées au sol.